On va débuter la table ronde de cet après-midi. Le sujet est la medtech en France. Où en sommes-nous? Nous avions 6 intervenants, majoritairement en fait des gens qui viennent partir de plateformes qui aident l'écosystème medtech en France. Je vais commencer par juste une petite présentation de chaque intervenant. À ma gauche, on a Elie Lebel, qui est CEO de RDS, c'est ça, qui est une société qui développe un appareil qui permet de monitoring les signaux vitaux en salle en passage chirurgical, voilà. Voilà. Mais vous avez plus de 20 ans d'expérience dans la e-santé. Vous avez travaillé longtemps pour des sociétés dont Doctissimo et vous avez été responsable santé. Vous êtes directeur santé de Orange, c'est ça? J'ai dirigé Orange Healthcare. Voilà. Juste avant ce poste. C'est ça. Exactement. Cool. Bon, à ma droite, je vais commencer par Mehdi Benchoufi, qui est le cofondateur. C'est bon, ça marche? Cofondateur de Ecopen, qui est une probe ultrasonore qui se connecte sur un smartphone et qui est surtout, comparé aux compétiteurs, beaucoup moins cher. Alors, probe, c'est sonde. Non, mais je t'en prie, j'ai fait beaucoup de franco-anglais et c'est pas très beau. C'est pas grave. Donc, en effet, c'est une sonde ultra portable branchée sur smartphone et l'idée, c'est vraiment d'en démocratiser l'accès. Mais on y reviendra. Parfait, on y reviendra plus tard. À ma droite aussi, il y a Nadia Arfaoui, qui est la responsable développement de chez Biosynarité. Donc c'est plus trop une start-up aujourd'hui, c'est une société qui est déjà déployée. 300 employés, c'est ça? Dans le monde, 200 en France, c'est ça? C'est ça, notre 300 en France. 300 en France. Et vous développez un appareil, mais aussi tout le service qui est rattaché à l'appareil, de monitoring aussi du sommeil et de l'EEG. Pour des labos de recherche, sommeil, sommeil, neurologie, cardiologie pour des labos de recherche, mais aussi surtout pour les hôpitaux, les cliniciens, toute personne ayant besoin d'une prise en charge pour un patient. D'accord. Et à droite, professeur Alexandre Carpentier, professeur de neurochirurgie à l'hôpital de la Salpêtrière. Vous êtes aussi fondateur de, j'ai vu, Advanced Surgical Technology Lab. Quelques points là-dessus? C'est un laboratoire de recherche entre guillemets académique, mais mon parcours entrepreneurial, c'est fondateur de Cartera. Oui, j'allais en venir. De Cartera, vous êtes fondateur et aussi board directeur d'une start-up qui développe un implant crânial qui, avec de l'ultrason, augmente la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique pour des applications comme cancéro, tumeur. Exactement. Un des gros problèmes, c'est que les médicaments ne vont pas dans le cerveau. Et à ma droite, un autre médecin, professeur Pierre Mordon, mais en thoracique et cardiovasculaire. Et vous êtes aussi le fondateur d'une start-up, iPerf, qui, vous m'avez dit, basée à Lyon, mais vous êtes basé à Paris. Voilà, exactement. Donc moi, je suis chirurgien à Bichat à Paris et j'ai cofondé avec Maya Bertrand iPerf, dont le but est de développer une canule d'ECMO innovante. Donc l'ECMO, c'est une technique d'assistance cardiaque et respiratoire. Et le but, c'est de diminuer la morbidité associée à cette technique. D'accord. Et à notre droite, Benjamin Bouteau, qui est responsable MedTech chez Midicien. Midicienne, excusez-moi. Oui, c'est ça. Midicienne Paris Région. Midicienne Paris Région, qui est une plateforme qui aide, on va dire, énormément de gens dans l'écosystème MedTech sur la région Île-de-France. Exactement. Medicine est le pôle de compétitivité spécialisé dans l'innovation en santé en région Île-de-France. Il y en a d'autres dans d'autres régions, dans Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Grand Est, dans le Sud. Et on a plus de 500 adhérents qu'on accompagne dans leurs projets d'innovation, médecins, chercheurs et industriels. Parfois d'ailleurs ça se mélange. Et plus de 430 startups et PME dans notre écosystème. Et notre rôle, c'est de les faire se rencontrer pour faire émerger des projets d'innovation et ensuite les accompagner pour qu'ils puissent trouver les meilleurs financements, notamment publics, et construire leurs projets pour qu'ils aillent jusqu'au bout. Donc souvent une table ronde, on la commence avec quelques chiffres. En tout cas, la medtech en France, c'est 90 000 emplois, ce qui, comparé à la biotech, au final pas si loin. La biotech, c'est 110 000 emplois en France. Mais je dirais la singularité de la medtech, c'est que 92% des gens travaillent dans des PME. Alors que si on regarde en biotech, avec juste 3 acteurs majeurs, si on prend Sanofi, Servier et Biomério, on a déjà 50 000 employés, donc presque déjà plus de la moitié dans la biotech travaille dans des
grosses firmes internationales. La medtech, c'est l'inverse. J'ai juste une petite question par rapport à ça. Est-ce que vous, en tant qu'acteur dans le domaine de la medtech, vous ressentez exactement cette situation, qu'on a beaucoup d'acteurs, mais beaucoup plus petits acteurs, assez divisés? Qui veut commencer? Oui. Oui, je pense que c'est un problème qu'on a en France, c'est qu'on n'a pas de gros medical device, d'industriels du medical device. Donc, on développe tous quelque chose, on essaye de faire des choses extraordinaires, mais au finish, ça se retrouve souvent aux États-Unis après, parce que ça se fait racheter par les Américains, ce qui est dommage. Ce qui est vraiment dommage. C'est pour ça qu'il faudrait fédérer toute cette filière medtech en France pour essayer que tout le monde ait une synergie, que tout le monde puisse s'auto-investir les uns dans les autres pour essayer que le système reste en France, hein, pour créer une grosse... Et un autre chiffre qu'on pouvait donner, c'est que sur l'ensemble, il y a 1500 sociétés en France. Sur l'ensemble de ces sociétés, il y en a aujourd'hui, il y en a 85% qui étaient d'origine française européenne et qui, en fait, la majorité ne le sont plus. Sont majoritaires, sont américaines. Mais à l'origine, le projet était français ou européen. Ce qui est assez étonnant. Mais concrètement, à Cartera, concrètement, le fait de ne pas avoir de leader en France, qu'est-ce que ça a un impact sur Cartera, concrètement? Ça a un impact parce que pour lever de l'argent à partir d'un certain stade, il faut avoir un peu le blanc-seing d'un gros corporate qui dit, ah oui, en effet, je confirme, c'est une technologie qui va intéresser le marché, et donc je suis prêt à investir pour voir, quoi. Et me concernant, entre guillemets, j'ai eu ce problème métaphysique il y a 6 mois en faisant ou non rentrer un gros corporate américain dans mon board, enfin dans les actionnaires, et au finish on a cédé. Mais s'il y avait eu un gros corporate français ou européen, on aurait bien évidemment préféré. Enfin, je pense. Alors, au demeurant, certains disent le marché, le remboursement, ce sont les États-Unis. Pour le medtech, c'est très, 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 très puissant. Le remboursement, la valorisation et tout ça, c'est aux États-Unis. Donc, il ne faut absolument pas bouder les acteurs américains. Et au contraire, il faut les faire rentrer assez tôt, sinon vous allez progressivement mourir. Et ça, c'est la conséquence du fait qu'on n'a pas aussi c'est conséquence de système de santé, de remboursement, de facilité d'obtention des marques HCE et des choses comme ça. Et c'est plus facile aux États-Unis, très clairement. Plus facile de lever, alors. C'est ça, surtout ça, à ce moment-là. Plus facile de lever de l'argent, plus facile d'être réglementairement aidé, et plus facile d'avoir des exemptions pour tester chez les malades sans forcément d'essais cliniques sur 2-3 malades avant de débarrer. Enfin, plein de choses qui sont assez faciles. Peut-être que je peux rajouter aussi, c'est que sur la partie de talent, le fait effectivement d'avoir des gros écosystèmes de sociétés avec de l'expertise medtech fait qu'il y a des talents aussi qui sont plus facilement disponibles. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important ce qui est fait ici à la PHP ou ce qui est fait aussi en région Grand Est avec l'écosystème de la région Grand Est. C'est vraiment des écosystèmes où il y a énormément de plus petites boîtes, mais qui, même si voilà, il n'y a pas une grosse boîte, il y a plusieurs plus petites boîtes, et ça crée cet écosystème, ça crée cette émulation, ça crée ces talents. Alors après, il y a des boîtes qui meurent, il y a des boîtes qui se créent, etc. Mais il y a cette expertise qui monte en puissance. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez important, parce quand on crée une start-up, il faut aller vite, il faut être efficace. Donc si on peut avoir des gens qui connaissent les sujets, qui vous permettent d'aller directement là où vous avez besoin d'aller, vous gagnez du temps, et c'est évidemment essentiel pour une start-up. Oui, peut-être deux réactions de mon côté. Déjà sur la partie comparaison entre les biotech et les medtech. Je pense que ce n'est pas que français, déjà, que les biotech sont plus consolidés par rapport aux medtech qui sont plus diversifiés. Je pense qu'on voit ça en fait peut-être particulièrement en France, mais en Europe globalement, et même aux États-Unis, il va y avoir des très fortes biotech, et pourtant des medtech, en tout cas dans les domaines dans lesquels on est présent, nous, chez Biosanity, neurologie, cardiologie et sommeil, c'est quand même très, très diversifié, les outils médicaux et les constructeurs de dispositifs médicaux qui existent pour répondre aux besoins médicaux. Et ce que j'en pense, c'est que, en fait, ça laisse justement une opportunité pour devenir un géant de la medtech. Je pense qu'il y a de la place en France, en Europe et dans le monde pour construire
des gros acteurs. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit à ma droite, que du coup, il faut le faire, il faut consolider pour qu'on puisse aller tous ensemble plus loin. Pour le premier point. Mais allez, vas-y. Alors, je m'associe exactement à ce qui vient d'être dit, et notamment sur le fait qu'on n'a pas de géant en France, en tous les cas, qui structure le marché, qui sécurise les fonds, et donc tout ça est très limitant. Et en fait, j'ai une question, je ne sais pas pour l'audience, pour ceux qui sont ici. En Allemagne, il y a quand même des groupes comme Siemens, etc. Est-ce que, de votre connaissance, ça agit favorablement sur l'écosystème de PME, et notamment sur les levées de fonds, etc. Ça, je serais intéressé, si quelqu'un a une info. Je sais que pour Siemens, en tout cas, est très proche de l'hôpital. Excusez-moi. Siemens est très proche de l'hôpital de Mont-Sinaï, je le sais, via plein de sociétés, et sont très impliqués. En tout cas, ils ont un pôle dans le New Jersey qui, en fait, littéralement, va voir toutes les startups américaines et essayer de se mettre à investir et à aider les boîtes américaines dès le plus early stage. Donc, ils sont je ne sais pas s'ils le font en Europe, en tout cas. Je sais qu'ils le font aux États-Unis, qui sont très impliqués. Et que même plus le temps passe, c'est un peu aussi une chose qui se passe, c'est que toutes les grandes boîtes américaines investissent de moins en moins en R&D. Il y a plein d'exemples. Vraiment, je pourrais prendre Stryker qui, en 10 ans, a divisé par 10 presque leur R&D. Et ils se développent de plus en plus comme des boîtes qui rachètent et qui vont en fait développer des plateformes de M&A qui va essayer d'estimer, en fait, qui ne veut plus prendre de risques. Ils vont mettre des petits tickets, même de bourse, au tout début, pour aider des gens à développer des projets. Et dès que le produit est sur le marché, parce que vraiment maintenant c'est ça qu'ils attendent, c'est que le produit est sur le marché, des fois ils veulent même pas... avant, des boîtes se faisaient racheter dès qu'elles avaient le FDA approval. Elles n'avaient pas encore validé le business, mais juste le clinique, eux disaient, bon, ça va suivre. De plus en plus, maintenant, ils attendent vraiment que le produit marche au niveau économique avant d'être acheté. Et en tout cas, même Siemens, qui est une boîte, je dirais, européenne, en fait, a dupliqué un peu la même mentalité grande américaine et fait ça maintenant aux États-Unis. Avec réussite, et ils ont, parce que je dis réussite parce qu'ils ont fait il y a eu aussi des choses aussi compliquées pour eux récemment. Merci, donc c'est moi qui administre la parole, on fait du reverse interview, vas-y. Non, c'est la même façon, c'est toujours l'éternelle question, quelle doit être la relation des PME, start-up françaises avec l'écosystème, on va dire américain surtout et aussi européen. Et c'est vrai que dans différents échanges qu'on a pu avoir avec nos adhérents, on viserait plus de façon raisonnable un système à l'allemande, c'est-à-dire un réseau de TI puissante, pérenne, qui pourrait ensuite vraiment créer des pôles par expertise, plutôt qu'il y ait une multitude de start-up qui malheureusement, à la première difficulté, puissent se faire racheter et disparaître. Je prends l'exemple de la robotique chirurgicale. En France, on a une vingtaine de startups qui peuvent être leaders sur leur spécialité, mais qui aujourd'hui sont un peu séparés. Il y a même eu l'idée à un moment de voir est-ce qu'il y a moyen de regrouper ça autour d'un truc qui s'appellerait France Chirurgie quelque chose et qui ferait vraiment un leader européen de la robotique chirurgicale. Je ne sais pas trop dans notre culture aujourd'hui, donc je me tourne vers toi, Alexis, pour voir si ça s'est déjà fait aux États-Unis, ce genre de choses. Non. Mais ça pourrait être une des clés pour justement renforcer cet écosystème. En tout cas, dans la medtech, de ce que je vois, il y a quand même deux cas. Parce que si on parle de grosses boîtes, souvent les grosses boîtes, à la base, elles ont eu un blockbuster, un produit qui les a fait exploser, ou, je dirais, la vieille école, qui, le blockbuster, c'était pas Edwards ou Abbott, qui ont dû racheter cette fameuse start-up qui a explosé plusieurs milliards, qui avait fait le TAVI en France, on dit, le TAVA en anglais, qui à la base, en plus, ce qui était marrant, c'est que c'était une idée d'un chirurgien français, si j'ai bien compris, il est parti. Carpentier. Oui, c'était un autre, c'était les valves de Carpentier qui ont été rachetées ensuite par le fonds d'investissement Edwards Life Science et qui alors, justement. Il y a les valves de Carpentier, mais là je parle de TAVI qui est le déploiement d'une. Oui, avec toute la technologie de TAVI. Ouais. Et ça, il y avait un autre chirurgien français qui voulait le faire, et je crois qu'il est parti en Israël. Puis après, ils sont partis aux États-Unis. Et l'histoire a fait que c'est devenu une boîte qui, la première année sur le marché, a fait 1 milliard. Donc, et pourquoi je parle de ça, c'est par rapport à la biotech. C'est souvent un produit dans la biotech, quand il arrive sur le marché, il y a des bénéfices records qui arrivent derrière, parce qu'en plus de ça, ça coûte très cher à développer. Et quand il y a des bénéfices records, c'est plus simple après de créer un leader sur le marché. L'exemple inverse, en tout cas aux États-Unis, c'est une boîte qui s'appelle Merit, qui a été créée par un ancien militaire américain qui est revenu et qui était très, on va dire, très fier de son pays, et en même temps il avait le côté un peu, il y en a marre du made in China, on fait des seringues à l'hôpital qui sont plus de qualité. Moi je vais refaire du injecting mold, donc injecting mold c'est tout ce qui est les moules qui permettent d'injecter du plastique et il y a plein de choses que vous voyez qui sont injecting mold comme cette bouteille, mais il disait qu'il n'y avait plus de injecting mold de haute qualité. Donc il a commencé à en faire pour des seringues aux États-Unis, et aujourd'hui, je ne sais plus combien, il a plus de 100 ou 200 produits, et c'est une société qui fait 1,2 milliard de bénéfices, mais il a fait ça en 30-40 ans, parce qu'encore une fois, il a dû développer produit par produit, et garder
aussi le pouvoir là-dessus, parce que bien sûr, il y a plus d'une personne qui a essayé de le racheter plusieurs fois, de manière gentille et non gentille, on va dire ça comme ça. Donc, je dirais, il y a deux méthodes. Et souvent, ce qui se passe, qui est un peu triste, c'est que c'est une société qui, ça prend du temps à faire. Là, on parle de quelqu'un qui doit avoir 70 ans, qui a créé sa société il y a 30-40 ans. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les sociétés sont créées par des fois des gens un peu plus âgés qui, quand ils arrivent à la retraite, ils vont pas dire on va faire grandir, ils vont plutôt vendre leur société à des fonds d'investissement, des hedge funds, qui vont en fait maintenir la société telle qu'elle est et juste faire tourner un peu une machine à cash comme ça. En tout cas, je sais pas s'il faut faire la même chose en France, mais c'est vrai que c'est pas simple non plus. Vous voulez quelqu'un, Pierre, tu veux intervenir là-dessus aussi sur le en tout cas. Non, c'était juste un commentaire sur le. C'est vrai qu'effectivement, on n'a pas de géant de la medtech en France, mais je rejoins ce qui a été dit sur le fait qu'on a plusieurs écosystèmes qui peuvent être en région, qui peuvent être parfois autour de Paris, et qui offrent toutes les compétences en fait. C'est-à-dire que on a des super ingénieurs biomédicaux qui sortent d'école, qui sont très motivés, et on s'aperçoit qu'on peut trouver des sous-traitants de très grande qualité pour avancer. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le fantasme du géant qui va pouvoir nous couver et nous aider, mais on a quand même un terreau qui est très fertile. Et peut-être pour rebondir là-dessus, donc concernant RDS, l'histoire de RDS est assez intéressante parce qu'en fait c'est une histoire franco-américaine. Le projet a démarré initialement avec un des cofondateurs qui est franco-américain, mais avec une petite équipe R&D qui était basée aux États-Unis. Et en fait, ce cofondateur là qui s'appelle Sam connaissait aussi très bien l'écosystème de Strasbourg. Et quand il y a eu un premier proto là de ce petit device de télésurveillance cardiaque et respiratoire là qu'on a maintenant amené à être prêt à être commercialisé, il l'a présenté aux équipes donc de l'IHU et de l'IRCAD à Strasbourg, où il y a cet écosystème qui est vraiment très intéressant et qui a en tout cas un certain nombre d'avantages. Bon, d'abord, il y a une expertise clinique là, sur tous les problèmes de prise en charge chirurgicale. Mais il y a aussi ce que vous disiez, il y a un écosystème d'ingénieurs, de savoir-faire, parce que la solution que nous on développe, c'est une solution, il y a à la fois du hardware, donc il faut de l'expertise en électronique miniaturisée, il y a des biocapteurs, etc. Donc il faut de l'expertise sur du hardware, sur de l'électronique, et puis il faut de l'expertise sur tout le traitement du signal, l'analyse de données. Et il y a cet écosystème qui est très favorable et très intéressant. Donc du coup, en fait, il y a eu cette décision un petit peu qui peut sembler à contre-courant d'un projet qui a démarré en R&D aux États-Unis, mais qui se poursuit dans la phase d'industrialisation en France. Alors l'autre avantage qu'il y a aussi en étant à Strasbourg, c'est que nous on cherche le marquage CE. Le marquage CE, c'est tout de suite, ça donne accès au marché européen. Évidemment, on a la proximité de l'Allemagne, donc ça nous intéresse énormément. On n'est pas loin de la Suisse, c'est un petit pays, mais avec un fort pouvoir d'achat. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, donc il y a tout un hub là. Alors c'est plutôt des PME. Il y a effectivement pas forcément que des grosses boîtes, mais il y a des boîtes comme Schiller, par exemple, qui sont des belles PME puissantes, etc. Donc il y a quand même un écosystème intéressant, mais qui est effectivement peut-être un petit peu différent de ce que vous décrivez aux États-Unis avec des très gros mastodontes. Peut-être juste un autre élément qui est intéressant dans le contexte IHU-IRCAD, c'est que ça attire certains de ces gros de la medtech, et donc du coup, nous, petites startups, grâce à cet écosystème, on discute déjà avec certains gros de la medtech. Alors, je ne rentrerai pas dans ces discussions, mais le fait de faire rentrer un corporate dans son capital, c'est une vraie discussion. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée ? Ça peut être un autre sujet à discuter tout à l'heure. Oui, alors pour rebondir sur la partie mise sur le marché, il est vrai que le marquage CE donc donne le droit à distribuer dans toute l'Europe, avec à l'exception, enfin à la limite près de traduire dans les bonnes langues, etc. Moi, je trouve que la réglementation européenne au niveau réglementaire est finalement plus ouverte à l'innovation que la réglementation, par exemple, américaine. Donc, tout à l'heure, on parlait est-ce que c'est plus facile ou pas d'aller aux États-Unis pour une mise sur le marché d'un nouveau dispositif par rapport à la France. Chez BioSerenity, en tout cas, c'est pas notre expérience. Nous, nos marquages CE, nos mises sur le marché en France, elles ont 6 à 18 mois d'avance par rapport à ce qu'on met sur le marché
aux États-Unis, parce qu'il faut passer à travers une réglementation FDA. En tout cas, pour les 510 cas, c'est peut-être moins le cas pour les de novo, qui est quand même, oui, peut-être vous, c'est plutôt ça du coup, qui est quand même plus fermée à l'innovation, même quand elle est incrémentale, ce qui est dommage. Et je voudrais juste ajouter un deuxième point, avant que vous répondiez peut-être à ça, c'est qu'en France, on a aussi le forfait innovation qui a été mis en place pour favoriser, pour prendre en charge en fait des technologies innovantes qui sont encore en développement clinique et donner accès aux patients à ces technologies-là. Et ça, c'est vraiment des exemples de choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années et qui permettent vraiment d'innover. Il y a aussi l'article 51, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a plusieurs choses qui ont été mises en place en France par les pouvoirs publics qui vont dans le sens de favoriser l'innovation et de pousser les medtech, mais aussi les hôpitaux, enfin tous les acteurs de la santé vers l'amélioration de la prise en charge des patients par l'innovation technologique. Et bon, moi je le vois moins dans les pays outre-Atlantique. Voilà pour mon avis. Non, mais il y a bien sûr plein de choses très très bien en France. Hein. Vous, c'est un 510K, c'est ça ? Donc 510K, c'est la procédure américaine quand on veut marquer un dispositif qui est une incrémentation par rapport à des dispositifs existants. C'est-à-dire, c'est une nouvelle prothèse de hanche, on connaît, il y a une prothèse de hanche, mais celle-là, elle va être mieux. Donc ça a le même intent to use, IFU, et donc moralité, ça va être un 510K. Si vous faites totalement dans l'innovation, c'est-à-dire un nouveau mode thérapeutique, ou surtout quand on est dans les devices thérapeutiques, ou dans les devices implantables, si c'est vraiment une innovation, c'est un PMA, c'est plus un 510K. Le 510K aux États-Unis, il bloque pas mal parce que ils se disent on va faire accéder au marché américain une boîte étrangère, mais le PMA, ça les intéresse qu'une boîte étrangère investisse parce que finalement, ça leur permettra peut-être de faire des 510K après sur le même sujet pour leur propre boîte américaine. Donc c'est peut-être là il y a une différence en termes de protection de marché des Américains qui sont quand même vachement comme ça. Probablement juste la raison quoi. Moi je trouve qu'il y a deux choses que je voulais dire. Une chose que je voulais dire qui me semble très important en medtech, ce qui n'existe pas en biotech. C'est trois critères. Le unmet need, donc en biotech c'est la même chose, hein, c'est-à-dire le besoin médical. Quelle est la vraie problématique médicale? Donc s'il y a un unmet need, vous trouverez de l'argent, il y a un brevet, vous trouverez de l'argent et tout ça. C'est vrai en biomed, c'est vrai en medtech. Mais il y a deux choses supplémentaires en medtech. Medtech, c'est que vous rajoutez un matériel. Donc c'est un rajout. Et qui dit rajout, dit potentiellement consommation de temps médical, consommation de temps infirmière et tout ça. Et dit aussi potentiellement compétition avec un autre système, avec une autre chaîne de soins. En gros, c'est pas un nouveau médicament que vous remplacez par un autre. Et le médecin, il change de médicament, et ça ne le dérange pas. Là, il y a potentiellement du time consuming en plus. Et ça, c'est très très important pour la pénétration du marché, pour l'acceptation d'une technologie. Il ne faut pas que ça prenne de temps supplémentaire. Parce que sinon, vous complexifiez les prises en charge en médecine, et on sait tous que plus on simplifie, mieux c'est. Et ça, je trouve que c'est deux notions importantes. L'autre notion, c'est est-ce que ça gêne telle ou telle autre discipline ? Parce qu'il y a toujours Est-ce que vous n'allez pas avoir le lobby de tel spécialiste qui va s'opposer à cette technologie, qui vient casser leurs habitudes de traitement ? Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Alors que dans le biotech, vous changez une molécule, finalement, c'est les mêmes acteurs en permanence. Mais pour le medtech, vous rajoutez des acteurs potentiellement, et ça, il faut vraiment se méfier. Juste un point, alors c'est peut-être aussi pour entretenir le débat et donner d'autres éclairages sur les aspects réglementaires. Alors je vais commencer par une question, tu pourras me répondre soit maintenant, soit plus tard. Le fait que le réglementaire soit plus accessible pour vous en Europe plutôt qu'aux États-Unis, est-ce que c'est un constat que vous maintenez malgré l'évolution du règlement européen, notamment celui qui est rentré en vigueur il y a 1 an et demi? Et pour aller dans ce sens-là, au fond, les exigences, on va dire, documentaires, administratives sont les mêmes entre la FDA, ce qui est exigé pour obtenir le marquage CE. Il y a un élément qui est nouveau et sur lequel les instances européennes ont une vigilance particulière, c'est la notion de bénéfice pour les patients. Et donc, ce qui est évidemment, alors je ne vais pas me présenter, je suis médecin aussi, ce qui est évidemment quelque chose qui est plutôt bien. Donc, on doit répondre à des logiques
d'efficience, de sécurité pour un dispositif médical. Il y a vraiment cette notion de bénéfice patient. Et alors, je sais qu'ici, il y a pas mal de gens qui sont familiers des écosystèmes autour de la robotique. Quid, on fait un peu de rétrofuturisme, quid de l'innovation autour des robots si d'aventure on avait déposé un dossier de marque HCE pour le Da Vinci avec la nouvelle réglementation européenne, étant entendu que la notion de bénéfice patient, alors, elle était déjà à l'époque très discutée, aujourd'hui elle est à peine objectivable, mais en revanche, on sait d'une façon ou d'une autre que les robots, ce sont des paris sur l'avenir, que ça joue comme un rôle de fixateur pour les innovations, parce qu'un robot, c'est une galaxie de dispositifs médicaux qui sont connectés. Donc j'aimerais bien avoir vos avis les uns et les autres. Je te pique ton job, en fait. Et d'abord, ouais, savoir si tu maintiens la data. Je réponds très rapidement à la question. Donc oui, je maintiens, même avec le nouveau règlement, le MDR, et je maintiens justement, parce que, grâce à ce que vous venez de dire, le règlement européen, il est extrêmement, mais même avant d'ailleurs, mais encore plus maintenant, bénéfice patient et bénéfice-risque, balance bénéfice-risque. Et voilà, pour clôturer sur les États-Unis, parce que c'est pas du tout le débat, là-bas, quand on passe en tout cas sur des 510K, donc quand on passe sur des innovations qui sont incrémentales, on révolutionne pas tout, mais on apporte quand même une vraie valeur ajoutée. Là-bas, ils sont plus sur la comparaison avec l'existant, au poil près. Et si le bénéfice est meilleur, mais on n'est pas comme l'existant, du coup, il faut passer par d'autres canaux. Donc je maintiens complètement, même avec le MDR, nous on est MDR et ça se passe très bien depuis. Non, simplement sur le robot, moi en tant qu'utilisateur et coordonnateur du programme robotique de Bichat, j'aurais adoré que l'industriel passe par le MDR et prouve le bénéfice à l'origine, parce qu'au moins on aurait eu un remboursement spécifique. Parce que là, on passe des réunions entières à faire des calculs comptables pas possibles, des choses très compliquées pour pouvoir justifier un investissement. Et donc là, le bénéfice, effectivement, en termes de qualité de vie du patient et tout ça, on peut dire qu'il n'est pas très élevé, mais pour le coup, il commence à y avoir des études randomisées. Il commence à y avoir des études randomisées 20 ans après le début. Donc ça veut dire que depuis 20 ans, les chirurgiens et les structures font des pieds de main pour réussir à avoir un matériel, à le financer à la fois en investissement et en consommable, puisque c'est les deux aspects. En contrepartie, dans un système des fois où ils dépensent un peu trop d'argent, comme aux États-Unis, le Da Vinci, l'exemple, je dirais, parfait. Limite, l'hôpital de Monsignat a commencé à acheter du Da Vinci plus pour un aspect marketing. Et c'est même le département de marketing de l'hôpital qui a commencé à faire des sortes d'aides d'innovation pour les autres départements pour qu'ils achètent le Da Vinci. Et ça a rendu fou un peu parce que dans l'hôpital de Monsignat, c'est 9 hôpitaux, c'est 60 000 employés, c'est un gros truc avec 300 cliniques. Et donc il y a des équipes qui vont en fait essayer d'optimiser les coûts de tout. Dont aussi l'achat de robots et aussi l'entretien, parce que ces robots coûtent très cher à entretenir. Et plus le temps passe, plus ils se sont rendus compte que en fait, Da Vinci, pour qu'il soit rentable, ça marche que sur certaines applications, il faut qu'il soit en Ford, quoi. Donc c'est de Da Vinci avec en fait 2 blocs qui tournent en permanence pour faire au moins 5-6 opérations, des fois dans la matinée, c'est délirant. Bon, ces opérations, c'est pas de la cardio ou de la neuro, mais et maintenant ils sont en fait devenus obsédés, même en tout cas, je parle pour Monsignat, ils ont une mauvaise image du robot qui leur a fait perdre tant d'argent des années, et ils essayent même des fois de revendre des Da Vinci sur certaines applications, ils n'y arrivent pas. Et c'est en même temps, je dis pas que le robot est pas bien, je dis juste que en fait c'est comme tout produit d'un medtech, bien sûr. Quand arrive un nouveau dispositif médical, c'est bien sûr son impact sur le workflow de tout ce qui est dans le bloc opératoire, mais en même temps il y a le côté économique derrière, et toujours avec des techniques en plus qui sont en permanence en évolution, parce que souvent c'est de la mini-invasif, et mini-invasif, il y a des choses qu'on n'arrivait pas à faire il y a 10 ans qu'on arrive à faire aujourd'hui, et en fait on se rend compte que sans robot on arrive à faire à peu près la même chose. Je sais pas si... En fait, je pense qu'on peut continuer, mais je sais pas, Nicolas, il est déjà... Tu veux qu'on commence les questions ou tu veux qu'on continue un peu? Ouais. Moi j'avais juste un complément sur le robot. En fait, on a regardé les coûts associés au robot dans le cadre de la chirurgie thoracique, dans le cadre de l'implantation des robots à l'assistance publique. Et en fait, si on ne prend pas en compte les rabais commerciaux qu'a obtenu l'AP
L'intervention de lobectomie pulmonaire pour cancer est effectivement déficitaire quand elle est faite au robot, d'environ 500 €. Et grâce aux rabais commerciaux, en fait, l'opération est bénéficiaire du point de vue médico-économique. Donc en fait, moi, à chaque fois qu'on me dit « ton robot c'est trop cher », je dis aux gens « mais négocie le mieux ». C'est pas mon boulot de chirurgien d'aller négocier le prix du robot. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il commence à y avoir un bénéfice patient qui est prouvé. Et c'est vrai que, voilà, simplement, ça arrive un peu tard dans l'histoire et on aurait aimé que ça arrive avant. Et juste parce que je suis désolé, à chaque fois j'essaye de démystifier le truc. Le Da Vinci, et j'ai pas de conflit d'intérêt, je tiens à le dire, le Da Vinci c'est 1 400 € de plus par intervention chirurgicale entre l'investissement, la maintenance et les instruments. Et pour vous donner une idée, un séjour pour lobectomie pulmonaire pour cancer, c'est facturé entre 12 000 et 14 000 € à la sécurité sociale. Et un mois d'une thérapie ciblée qui est un traitement suspensif du cancer, c'est 6 000 €. Donc l'intervention curatrice d'un cancer coûte 2 mois de traitement suspensif. Voilà. Donc c'est juste pour remettre, puisqu'on parlait aussi biotech, medtech, il y a aussi des histoires de coûts qui paraissent importants de mettre en rapport. Ah, tu veux dire que seule la chirurgie peut guérir le cancer? C'est surprenant de voir les montants qui peuvent être investis dans des traitements pour des cancers avancés et des montants qui peuvent être très élevés pour un bénéfice clinique qui est prouvé mais qui n'est pas forcément très important. Et la même chose pour le robot, un bénéfice prouvé mais pas très important. On s'aperçoit que la volonté de payer, à partir du moment où elle repose sur les institutions et pas sur le système de sécu, eh ben, elle est différente et elle est moins importante. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les technologies médicales rajoutent souvent, complexifient les prises en charge, ce qui n'est pas le cas pour le biotech. Et donc, il faut vraiment se méfier quand on développe une technologie médicale qu'elle ne complexifie pas trop la prise en charge des malades, parce que si tel est le cas, il y aura des problèmes de remboursement, il y aura des problèmes d'équipement, il y aura des problèmes de consommation de temps médecins et infirmiers. Et ça, pour appuyer ce point-là, professeur Carpentier, dans les Medicine, on labellise des projets d'innovation qui chargent de l'argent public. C'est un point qui aujourd'hui est devenu absolument crucial, l'accessibilité de ces technologies d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue usage et adoption. Et à Hôtel-Dieu, je sais que c'est un des sujets hyper importants de anticiper ça au niveau de la formation, au niveau de comment ça va s'intégrer dans le parcours de soins, avec tous les professionnels de santé qui vont y toucher. Souvent en chirurgie, on va se dire, il y a le chirurgien, le reste, on s'en occupe pas, alors que l'équipe chirurgicale qui est derrière est absolument primordiale, et ça s'applique pour tous les services. On va débuter les questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Alors, qu'est-ce que quelqu'un veut poser une question? Je vous sens dubitatif. Vous avez le droit de poser des questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Non? Oh, toi, fais pas ton malin. Non, mais je trouvais intéressante la table ronde aussi, parce qu'une des raisons pour lesquelles on a fait cet après-midi-là, c'est qu'on a à la fois la chance, côté assistance publique, d'être très impliqué dans la vie d'Ecopen. Donc on vit avec une start-up medtech les joies du marquage chez eux. On voit aussi les difficultés du secteur. On a par ailleurs la chance, et je trouve que c'est une belle table ronde aussi, parce qu'on a derrière ça, on voit la diversité d'entreprises et de projets portés par des soignants de la maison. Et on se demandait quel regard porter sur tout ça. Est-ce que sur le secteur du medtech, on a des problèmes structurels que tout le monde reconnaît? Est-ce qu'il y a un blocage particulier? Et je trouve que la table ronde, en fait, offre une diversité de points de vue sur le sujet qui est frappante. Y compris ton point, Nadia, sur fait que le réglementaire, pour toi, est un truc qui se gère. Voilà. Et donc c'est... Je dis pas que ça m'a fait progresser, mais du coup, j'ai pas de réponse facile, ce qui, pour un philosophe qui ne connaît rien, est un problème. Tu vois. Il va falloir que j'y réfléchisse. J'avais une question peut-être parce que les points de vue un peu différents seront intéressants, sur l'accès au financement dans ce champ-là, y compris le financement des entreprises et des start-up. Comment vous voyez ça en général et comment vous le voyez aujourd'hui? Et je sais que vous avez connu des histoires très différentes, donc en toute logique, ça sera assez différent. Et notamment nos 4 startups ici présentes. BioSerenity, je suis une grosse startup, mais tu as le droit de répondre aussi, Nadia, mais je sais que c'est pas simple. Qui veut commencer? Elie?
Je dirais que clairement, on est toujours dans la comparaison Europe-États-Unis, donc clairement la puissance d'investissement des VC américains est encore supérieure à ce qu'elle est en Europe. Donc on a fait des grands progrès. Je dirais que peut-être là où il y a, et c'est peut-être lié au manque là de grosses boîtes medtech dans ce domaine, là où on sent qu'il y a une moindre maturité, c'est sur investir sur des medtech comme dans notre cas et puis comme dans Ecopen où il y a du hardware. La tendance, en tout cas en France, en Europe, c'est d'investir sur des sujets software as a medical device. Donc ça, je pense que là aujourd'hui, ça a bien maturé, ça a bien progressé. Quand il y a une composante hardware, comme c'est dans notre cas, je sens en tout cas par rapport à ce qu'on peut voir quand on parle avec des VC anglo-saxons, une réticence. Ouais, alors mon témoignage, c'est que c'est sûr que c'est dur, et notamment dans le hardware. Je pense que globalement, pour ce qui est du paysage technologique en France, il est quand même bien mieux financé qu'il ne l'a été. Ça reste dur lorsqu'il y a des composantes matérielles, parce que, alors singulièrement pour la France, le pays désindustrialisé, juste pour mémoire, donc nous on est sur des technologies acoustiques. L'électronique acoustique, il n'y a plus que un cabinet d'études qui sait faire ça, et d'ailleurs la personne part à la retraite. Donc ça, c'est vraiment des savoir-faire qui disparaissent. Alors on en retrouve beaucoup plus en Allemagne, dans les pays qui sont mieux structurés. Le hardware, alors c'est dur, et honnêtement, pour vivre la chose d'intérieur, on peut comprendre pourquoi c'est dur, et on peut rationaliser vraiment le choix des investisseurs, de se dire oulala, ça va piquer. Il y a des incertitudes à peu près à tous les niveaux, et qui ont été acutisées par le Covid, notamment les problématiques de disponibilité des composants. Et à chaque étape, c'est difficile. Et à chaque étape, en fait, c'est avant d'avoir un dispositif industrialisé, c'est possiblement mortel. Le software, alors moi j'ai une culture logicielle puisque j'ai fait pas mal de soft dans une vie antérieure. Quand il y a un bug, ça se fixe. Alors ça se fixe sous conditions réglementaires, etc. Il faut bien le faire, mais ça se fixe. Le hardware, quand il y a un problème, on lutte contre les lois de la nature. C'est les lois de la physique. Donc parfois, ça passe pas. Donc on comprend la frilosité des industriels. Et donc du coup, pour reboucler sur ce que disait Alexandre en début de réunion et ce que tu dis à l'instant, c'est vraiment l'effet structurant d'avoir des très gros est extrêmement important. Et je finirai juste sur une stat. Dans notre domaine, donc, qui est l'échographie miniaturisée, alors qui se veut un peu le stéthoscope du XXIe siècle, le différentiel en termes de rapport de force, en termes d'investissement entre l'Europe et les États-Unis, alors usuellement dans plein de secteurs c'est 1 pour 10, pour nous c'est 1 pour 100. C'est-à-dire quand on commence à lever 100 000 euros, un peu pour faire mumuse et savoir si globalement l'idée est implémentable, aux États-Unis ils enlèvent 10, quand on enlève 1, ils en enlèvent 100, mais littéralement. Donc le fait d'avoir un écosystème d'investisseurs très aguerris, capable de maîtriser le risque qui est réel autour du hardware, je pense que c'est un élément précieux, et avoir un effet structurant par des grosses boîtes, c'est essentiel. Nous, je disais tout à l'heure, la question de savoir comment est-ce qu'on se fait, comment est-ce qu'un investisseur éventuellement américain rentre. En fait, nous, on se demande comment rentrer, l'investisseur se demande comment sortir. Et s'il n'y a pas, non mais vraiment, et s'il n'y a pas de grosse structure derrière qui est capable de prendre l'innovation et la racheter, ça complique la vie des startups. C'est clair. Alexandre, du coup, en faisant le trajet complet sur Cartera, les étapes où tu as trouvé ça simple et celles où c'est devenu compliqué, ou c'était compliqué peut-être tout le temps d'ailleurs sur l'ex-financement, mais... Non, c'est compliqué tout le temps. Mais les projets, s'ils sont bons, je pense qu'ils trouveront... Le gros problème, c'est qu'en effet, on a un rapport de 1 à 100. Je suis tout à fait d'accord avec le rapport de 1 à 100. Moi, 50 fois, on m'a dit, mais pourquoi tu pars pas? Tu devrais faire ça là-bas, ça irait 3 fois plus vite. Même dans les labos académiques, ça va juste 5 fois plus vite, parce que les labos académiques, vous avez besoin de faire une analyse génomique, par exemple, sur un tissu sur lequel j'ai envoyé des ultrasons. En France, je me tords la tête pour aller trouver quelqu'un de ça. Là-bas, c'est simple. On fait les souris, il y a un DHL qui vient chercher les tissus, il l'envoie dans une boîte extérieure, et c'est l'académique qui paye. C'est l'académique qui paye la boîte extérieure. Les collaborations privées-publiques qui sont quand même vachement facilitées. Non, ça c'est sûr que c'est du rapport de 1 à 100, donc on va beaucoup moins vite, c'est frustrant, mais on aime notre pays et on veut le faire ici.
C'est sûr que si moi je prône depuis 5-6 ans un lieu unique de hub medtech, à la fois avec de la prod, avec des labos privés, avec des boîtes privées comme Statis, des sous-unités de boîtes privées, toutes les différentes expertises qu'on a en France dans les différentes régions peuvent faire des antennes, parce que je les ai appelées, peuvent faire des antennes de production localement. On ferait un hub comme ça sur le medtech. Et ça serait fantastique, parce que là, on montrait tout le monde en puissance. Moi, je te connaissais pas. Ce que tu fais, c'est extraordinaire. Non, mais c'est terrible. On est à la même structure, on se connaît pas. Et on découvre qu'on a le même fournisseur. Enfin, parmi les multiples fournisseurs, mais c'est vachement important. Et quand je vois le numérique qui se lance, je me suis dit, il faut absolument qu'on fusionne ça, parce que le numérique et le medtech, c'est très très lié. Et il faut faire un hub commun de tout ça. Et c'est là où je trouve que l'agence d'innovation en santé a un énorme rôle là-dedans, c'est-à-dire essayer de créer un endroit où les gens se connaissent, quoi, un endroit où les gens puissent produire. Les incubateurs, on en a pas mal. L'argent, on peut le trouver, mais la réalisation, pensons à la réalisation, quoi, vraiment. Je suis d'accord. Juste pour revenir sur ça, mais Pierre, je vous laisse la parole juste après. Je trouve que la question, tu la poses parfaitement, c'est-à-dire que y compris sur les limites de ce qu'on peut faire à notre échelle. On peut vous amener à vous rencontrer, ce qui tout prouve qu'on a une forme d'utilité, limitée mais réelle. Mais derrière, la question, c'est quand tu crées une infrastructure où on ne soit pas simplement sur on se croise, mais on veut derrière faire des choses ensemble, on sait les faire simplement, facilement, efficacement. C'est un peu ce qu'on veut faire ici, c'est ce que tu voulais faire ailleurs, et je pense qu'on a, en substance medtech, on en a clairement besoin. Pierre, vous voulez compléter ? Nous, du coup, à Hyperf, on est un peu plus dans un stade un peu plus précoce, donc on n'a pas de VC au capital. On a un profil d'investisseurs qui sont beaucoup des entrepreneurs, et donc quand je parlais d'écosystème, c'est des gens qui ont réussi et qui croient au projet, qui ont envie de réinvestir et qui nous font confiance. C'est vrai que pour parler des frustrations du clinicien qui développe son dispositif, il y a au départ un besoin clinique pas rempli. Il y a une frustration, une impatience que ce soit réglé. Et puis après, quand on essaye de régler le problème, il y a le problème du financement. Et donc là, juste en un mot, c'est vrai que je m'étais posé la question de qu'est-ce que je peux faire tout seul ou pas. Et clairement, quand les gens me posent la question, mon conseil, c'est associez-vous. Je pense que c'est important en tant que médecin d'avoir de s'associer à quelqu'un. Ça paraît évident, mais en fait, il y a pas mal de projets qui passent avec des gens qui n'ont pas trouvé leur cofondateur, et je pense que ça, à mon avis, c'est un aspect très important, et ça aide en plus au financement, puisque c'est une des premières questions qu'on pose en fait quand on cherche des financements. C'est d'accord, mais qui fait ça à temps plein, qui a la capacité de gestion de projet, qui va avoir la vision stratégique de la prochaine étape structurante. Ça c'est là. Et l'autre point qui est plutôt une frustration au quotidien, l'écosystème de l'AP a été très aidant. La BPI est très aidante aussi et tout ça. Moi, j'ai une frustration sur l'accès aux données de santé, où c'est vraiment, on a des systèmes informatiques incroyables, et quand on veut, mais des choses très simples, quantifier. Donc là, par exemple, le but de la canule, c'est d'éviter les ischémies de membres au cours de l'ECMO. J'ai essayé de passer par l'entrepôt de données de santé. Ça a été très compliqué. Voilà, et j'ai toujours pas les datas. Et je suis par ailleurs en parallèle passé par un copain qui avait des accès PMSI, et on est en train d'écrire le papier, quoi. Voilà, et les deux voies ont été abordées en même temps, le même jour, les mails envoyés le même jour et tout. J'ai pas voulu mettre en concurrence. C'était deux choses différentes. Il n'y a pas le même nombre de patients, il n'y a pas la même granularité et tout ça. Mais voilà, pour vous donner une idée, dans un cas, on sait toujours pas où on en est. En gros, on nous demande d'apporter un financement pour avoir accès à l'entrepôt de données de santé. Donc là, en tant que praticien de la PHP, c'est toujours un truc. On lui dit, ok, trouve un financement pour payer quelqu'un qui est salarié de la P. Ok, ça me fait plaisir. Et par d'autres accès, on a pu avoir les données plus rapidement. Donc ça, c'est une énorme frustration, et je rejoins ce que tu disais sur la jonction avec le numérique, parce qu'on est assis sur un tas d'or d'imagerie radiologique, de données biochimiques et tout ça, qu'on n'utilise pas du tout, quoi. Nadia, est-ce que tu veux terminer le tour de table ? Et oui, je veux bien, parce que j'ai beaucoup de choses à dire après tout ça. Donc déjà sur la partie financement, nous ce qu'on observe avec les différentes discussions, c'est que ça a quand même changé sur les dernières années. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on observe. Moi, ce que j'observe avec mes discussions avec les investisseurs,
Avant, l'hypercroissance était un facteur d'investissement pour les séries un peu plus, pas les séries d'amorçage, mais les séries B et C. Enfin, une fois que l'entreprise a grandi, de nos jours, on est plutôt sur des séries d'amorçage et des pré-séries qui se font encore sans trop de problèmes. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais ça va. Quand je dis de nos jours, c'est depuis 2-3 ans, quoi. Mais par contre, après, pour les séries qui vont à la suite de ça, c'est plutôt la rentabilité de l'entreprise qui va être cherchée, la rentabilité à pas trop long terme. Et ça, c'est quelque chose qu'il y avait moins il y a quelques années, où quand on avait une hypercroissance, un beau projet, on pouvait continuer à lever comme ça. Donc aujourd'hui, c'est plutôt rentabilité à plus ou moins court terme, ou des OPEX très bas. Mais on sent quand même qu'on n'est pas dans la même époque qu'il y a, on va dire pré-Covid, si on fait large. Et donc je voulais surtout rebondir sur la partie software vs produit, hardware. Est-ce que le hardware attire moins ou pas les investisseurs ? Bon, moi je suis partagée là-dessus, mais je pense que de manière générale, vous avez globalement, enfin je vous rejoins quand même que c'est plus facile d'investir, en tout cas quand on ne connaît pas dans le software, que dans le hardware. Maintenant, je vais mettre un bémol, et c'est justement pour ce que vous venez de dire, c'est que dans la santé, le software en dehors de la santé, alors oui, on peut se lâcher, c'est facile, ça scale super vite. Tout le monde télécharge une app ou va sur un site web, s'inscrit, et puis les données de personnel, on ne sait pas trop où on va. Il y a vite fait un petit message pour accepter les cookies, et puis voilà. Et donc ça peut scaler très vite. Dans la santé, et surtout quand on travaille avec des hospitaliers comme l'Hôtel Dieu, comme la PHP, eh bien il y a tous ces sujets-là, d'accès aux données, de protection des données de santé, protection des données personnelles, d'accès juste à Internet, d'avoir une bonne connexion Internet au sein de l'hôpital qui permet d'avoir des dispositifs médicaux connectés comme les nôtres. Voilà, j'en vois qui sourit. La PHP dans la majorité des hôpitaux français, c'est quand même quelque chose qui est encore un sujet. Voilà. Et donc pour nous, c'est une vraie barrière. Alors que, pour conclure sur notre hardware, on le distribue beaucoup plus facilement. Tous nos consommables qui sont décorrélés ou nos hardware qui sont décorrélés d'Internet et de la connectivité et des logiciels, une fois qu'ils ont été faits, pour peu qu'on ait trouvé des investisseurs qui nous ont suivis, ce qui a été le cas, ils se distribuent beaucoup plus facilement. Et les softwares dédiés aux professionnels de santé, pas ceux des patients, parce que ceux-là, c'est un peu plus les connectivités des patients qui comptent. Alors ça, par contre, c'est encore un sujet, et je rejoins complètement sur les données, c'est vraiment une problématique. Ça m'étonne d'ailleurs qu'on n'ait pas parlé sur la table ronde d'avant, sur la table ronde qu'on vient de faire, parce que l'accès aux données et la gestion des données de santé, c'est encore un très gros sujet et une épine dans le pied. Voilà. On en parlera à la table ronde d'après. Dire, exactement. Merci Nadia, parce que tu as fait une conclusion qui était une transition parfaite avec la suivante. Donc merci infiniment. Du coup, on considère que celle-ci est terminée. On remercie ceux qui ont participé. Alexis, merci de l'avoir animé.